Chronomètre, et c'est parti. Voilà, donc bienvenue à tous. C'est devant cette foule immense, je suis presque ému de voir tout ce monde qui est debout ce soir. Donc, comme vous pouvez le constater, effectivement, j'ai essayé de faire une page de garde un petit peu façon grand film américain, façon Hollywood, avec donc une pléiade de stars. Vous avez tous les principaux acteurs de la soirée qui vont vous emmener dans un voyage de pratiquement 2 millénaires de recherche et de débats scientifiques passionnés, scientifiques mais aussi, on le verra, philosophiques et religieux. Donc on va quand même embrasser pas mal de thèmes ce soir. Et donc vous voyez un petit peu quelques têtes d'affiche de ce grand film de l'histoire de la découverte de la Terre, de l'âge de la Terre, qui vont nous amener ce soir assez loin, vous allez le voir. Donc, tout ceci nous amène d'abord au premier concept de temps. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien avoir conscience que pendant très longtemps, et notamment ce qu'on appelle donc l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, en gros même jusqu'au XVIe siècle, eh bien, l'âge de la Terre n'était pas vraiment un débat. On pensait que la Terre avait un temps très long, ou peut-être même pour certains infini, et on ne débattait pas véritablement d'âge. Les gens étaient à peu près d'accord là-dessus. Vous avez ici un parchemin du Moyen-Âge qui vous montre un petit peu une vision aristotélicienne, parce que c'était quand même la vision d'Aristote qui dominait jusqu'au Moyen-Âge. Avec donc les enfers au milieu, évidemment, ils sont sous nos pieds, la Terre, l'atmosphère, et puis ensuite toute une série de sphères que d'ailleurs certains disaient qu'elles étaient peut-être en fait en cristal pour porter les planètes qui tournaient donc tout autour de la Terre, et la dernière sphère, c'était la sphère qui portait les étoiles. Donc voilà un petit peu la vision, mais pas vraiment d'idées sur comment tout ceci s'était formé au départ. J'ai essayé de faire un petit résumé des récits originels que l'on trouve également dans d'autres cultures, parce que là, on a l'impression qu'il n'y a que la culture judéo-chrétienne, mais en fait, vous comprenez bien qu'il y a autant de théories que de civilisations. Donc j'aurais pu aller voir même les aborigènes, j'ai découvert des trucs sur leur théorie d'origine du monde. Donc j'ai une conférence, rien que pour ça, une conférence n'aurait pas suffi, évidemment. Hein. Il faut bien avoir conscience que chaque culture a véritablement eu, à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, une idée où il y a eu des débats sur comment le monde s'est formé, éventuellement quand, mais voilà. Donc, en gros, les grands thèmes communs, c'est l'entité créatrice. Voilà, l'entité créatrice, c'est-à-dire, en gros, une espèce de dieu, plus ou moins anthropomorphe, qui va créer tout ça. Alors, soit il se mouche, soit, enfin, vous avez compris, il y a plusieurs théories suivant les civilisations. Et ensuite, la théorie de l'œuf, qui revient beaucoup dans beaucoup de religions ou de croyances de ces époques-là, que l'on retrouve notamment en Chine, ou encore dans la mythologie celtique irlandaise, en Inde, chez les Dogons également. Donc cette histoire d'œuf qui en fait pourrait sous-entendre une espèce de renaissance de la nature régulière. Et enfin, une origine issue du chaos primordial, qui donc une espèce de naissance issue du désordre. L'ordre qui naît du désordre. Donc, un exemple parmi d'autres, c'est par exemple les Égyptiens qui proposaient que la Terre était née, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop quand non plus, de ce qu'ils appelaient le Nun, un monde inerte, un chaos sans terre, sans vie, sans mort, sans jour ni nuit, bon, on doit se faire chier, et sans aucune espèce vivante. C'était avant la création, et c'était une grande étendue d'eau, l'eau qui est souvent présente dans ces univers de création avec un océan primordial, donc l'eau reste quand même importante. Chez les Grecs archaïques, la Terre, Gaïa, était née du désordre également, à un âge cependant non précisé par les Grecs. Et donc tout ceci nous amène bien sûr à l'école, l'école d'Athènes, avec tous les grands penseurs bien sûr de la Grèce antique, avec notamment, bien sûr, les deux superstars de la soirée, Aristote et Platon, bien sûr, qui n'étaient pas d'accord. Alors, ils n'étaient pas d'accord parce que, en gros, les philosophes de la mouvance d'Aristote pensaient que l'univers était éternel, avait toujours existé, donc pas de commencement et pas de fin. Donc, au moins, on ne se prend pas la tête sur le début.
Par contre, les platoniciens, eux, n'étaient pas d'accord. Donc, eux, les platoniciens, disaient qu'il y avait eu un commencement, ça avait été créé par Dieu, et à part un Dieu, on ne sait pas lequel, et donc en fait Dieu était davantage une espèce de fabricant plutôt qu'un créateur, et il était antérieur à l'univers formé et resté contemporain, coéternel de la matière. Bon, voilà un petit peu les idées. Et puis il y avait également les stoïciens, avec bien sûr un des plus célèbres, hein, Marc Aurèle, dont les stoïciens qui pensaient plutôt à une série de destructions créatrices en quelque sorte. C'est pas Schumpeter, c'est un autre. Eh bien, effectivement, ces destructions, c'est-à-dire qu'on avait une série de créations et de destructions cycliques, avec un univers, un monde qui se détruirait, qui renaîtrait de ses cendres, et pour refaire d'ailleurs les mêmes événements de manière périodique. Bon, voilà, c'était un peu leur vision. En gros, pour résumer, on avait l'équilibre perpétuel d'Aristote et les répétitions cycliques des stoïciens. Dans les deux cas, il y avait conservation du monde, donc on ne savait pas vraiment quel était le début, en gros. Puis vint les religions, bien sûr, abrahamiques, donc les religions donc les thèses judéo-chrétiennes et islamiques, qui vont véritablement développer une origine, une création, et bien sûr, vous la connaissez, cette création, c'est bien sûr la création du monde qui va durer 6 jours. Donc, le premier jour, Dieu crée le ciel, la terre et la lumière. Le deuxième, il sépara les eaux et le ciel. Ensuite, il forma la mer, les terres émergées et les plantes, le troisième jour. Puis le soleil, la lune et les étoiles, le quatrième. Alors pourquoi le quatrième jour? Il aurait pu le faire en premier, donc pourquoi pas. Puis les oiseaux et les animaux marins, le cinquième. Et il termina par les reptiles, les mammifères et enfin l'homme, le 6e jour. Et le 7e jour, il se repose. Voilà, non, il se repose. Alors la femme, on n'en parle pas, je sais pas, peut-être après. Donc beaucoup de ces éléments, ça c'était très intéressant, se retrouvent dans des récits sumériens antérieurs à l'écriture de la Bible. Donc évidemment que la Bible s'est inspirée d'écrits antérieurs, évidemment, puisqu'il y avait bien même la Torah aussi, et bien sûr le Coran. Tous ces livres ont réécrit en fait des récits qui circulaient déjà depuis plusieurs siècles auparavant. Mais la question, voilà, quand a eu lieu cette semaine extraordinaire? C'est quand même extraordinaire, le monde, tout est créé en une semaine. Alors, j'ai cherché dans Google et j'ai trouvé la semaine de la création. Alors, visiblement, elle a eu lieu du 27 mars au 3 avril, mais manque de peau, elle a été annulée. Donc là, je suis désolé, mais on n'aura pas la semaine de la création, donc j'ai cherché ailleurs. Donc, parmi les documents qu'on peut trouver sur Internet, qui sont assez merveilleux, vous avez notamment ici un magnifique dessin de la création du monde dans la Bible de Vienne, donc qui date du XIIIe siècle, où on y voit un dieu architecte, vous voyez, qui tient un compas. Alors, on est au siècle des constructeurs de cathédrales, donc bien sûr, ce n'est pas un hasard. Et donc, il est en train de mesurer pour voir s'il a bien conçu le monde, donc voilà, le dieu architecte. À la même époque, et jusqu'au Moyen-Âge, en fait, les thèses d'Aristote prévalent. Il faut bien avoir conscience de ça. Néanmoins, au XIVe siècle, le philosophe Jean Buridan peut tranquillement affirmer dans ses écrits « Je suppose que le monde a perpétuellement existé comme Aristote semblait l'entendre, bien que ce soit faux au gré de notre foi. » Donc voilà, vous voyez un petit peu la contradiction. Donc en gros, l'âge de la Terre n'est pas un sujet de dispute jusqu'à cette époque-là, et les longues durées sont communément admises. Donc il faut bien avoir conscience que l'histoire d'une Terre jeune, c'est une histoire moderne plutôt en fait. Donc voilà une autre gravure du XVe siècle, où on voit donc Dieu avec son doigt là, qui est en train de créer le monde, qui est bien au centre évidemment. Malgré tout, quand même, les observateurs de la nature se rendent bien compte qu'il y a des choses bizarres autour d'eux. Notamment, lorsqu'on se balade à la montagne et qu'on trouve tout un tas de murs de coquillages, de fossiles. Bien sûr, on n'appelle pas ça des fossiles à l'époque, ils appellent ça des coquillages, mais on trouve ça bizarre de trouver des mollusques marins à plusieurs milliers de mètres d'altitude parfois. Et donc la seule explication possible à l'époque, c'est probablement le déluge qui a inondé tout et qui a été une véritable catastrophe. Évidemment, ça n'explique pas tout. Parmi les érudits, bien sûr, que vous connaissez, vous avez Léonard de Vinci qui, dès le XVe siècle, va quand même dessiner, on le voit, on a retrouvé ça dans ses carnets
totalement privé, hein, il n'en a pas parlé, mais il a dessiné des fossiles, véritablement. En tout cas, c'est comme ça qu'on les interprète. Et en gros, il écrit dans ses notes, il écrit qu'il compare les fossiles aux animaux vivants de son époque, il propose que ce soit des restes d'êtres vivants aujourd'hui disparus. En écrivant cela dans ses carnets, il exclut ainsi toute formation de la Terre sous l'influence de forces célestes ou d'un déluge biblique, et va ainsi à l'encontre de la pensée dogmatique du XVIe siècle. Alors évidemment, tout ça c'est de l'ordre du privé, ce sont des réflexions personnelles qu'il tient. À la même époque, vous avez par exemple Michel-Ange qui va peindre cette magnifique fresque, donc je présume à Rome. Et donc là, vous avez la création du soleil et de la lune. Alors le soleil, on le voit, puis la lune, vous avez compris où elle est. Voilà, c'est la pleine lune, manifestement. Alors, évidemment, on connaît les goûts de Michel-Ange pour les corps dénudés. Puis vint une espèce de parenthèse étrange. C'est à partir du XVIe siècle et ça va durer jusqu'au XVIIIe siècle. Vous reconnaissez bien sûr l'individu au centre qui a été un petit peu idéalisé au XIXe siècle, c'est Nicolas Copernic. Donc on va, grâce à Copernic, comprendre que la Terre n'est pas du tout au centre, comme le pensait Aristote ou Platon, mais en fait elle tourne autour du Soleil et donc la révolution copernicienne va véritablement écarter les thèses d'Aristote en faveur des thèses chrétiennes. Les idées de création et d'histoire s'implantent dans la conscience commune devant et ça devient des références, véritablement. Donc les chronologies bibliques sont complètement repensées et on va aller tendre de plus en plus vers des chronologies courtes et celles-ci vont s'imposer pendant 2 siècles. Donc le premier, et le plus connu, et le plus caricatural peut-être, c'est le fameux évêque anglican d'Irlande, James Ussher, qui vivait donc essentiellement au début du XVIIe siècle, qui calcula que Dieu commença la création au début de la nuit du 22 au 23 octobre de l'an 4004 avant Jésus-Christ. Hyper précis, c'était un samedi soir. C'était sûrement la Saturday Night Fever, sûrement. Dieu était bourré ce soir-là, peut-être. Bon, en attendant, comment est-il arrivé à ces calculs-là? En fait, tout simplement en additionnant tous les géniteurs de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, donc avec Mathusalem qui avait vécu 900 ans ou je ne sais plus trop quoi, enfin ils avaient calculé tout ça, et donc il additionne et il obtient ce chiffre, et c'est ce qui semblait à peu près cohérent avec les écrits bibliques. Bon, il faut quand même savoir qu'entre le XVIe et le XVIIIe siècle, on compte 200 calculs différents, le plus court donne 3483 ans depuis la création, et le plus long, 6984. Bon, voilà, et lui, il dit en gros que la Terre a 6000 ans, à peu près. Donc, et il faut quand même savoir que cette chronologie de Ussher fera autorité dans les milieux religieux et même officiels jusqu'au XXe siècle. Il faut quand même se rendre compte de ça. Alors que c'est basé uniquement sur une analyse personnelle d'écrits bibliques. Alors, à ce sujet, j'ai retrouvé ce petit sondage qui a 10 ans aujourd'hui et qui m'a un petit peu étonné. Donc, il y a eu un sondage fait par Ipsos pour l'agence Reuters au niveau mondial, et donc ils ont interrogé combien de gens croyaient à la théorie de la Terre jeune et du créationnisme, et on s'est rendu compte que, bon, par exemple, en Arabie Saoudite, on est à 75%, au Brésil 47%, les USA 40%, hein, donc c'est quand même pas rien, c'est pratiquement la moitié de la population américaine, l'Inde 33%, la Pologne 25%, et Japon, Chine et majorité des pays ouest européens, dont la France, autour de 10%. 10% en France, ça m'a paru un petit peu énorme, donc c'est pour ça que j'ai dit que les profs d'SVT ont du boulot, ça c'est sûr, parce que, ou alors, moi, mon explication, soit je pense que les gens n'ont pas compris la question, enfin, je ne sais pas, ou alors ils ne sont pas allés à l'école, mais ça me semble un peu surprenant. J'ai pas trouvé de sondage plus récent, mais effectivement, ça soulève, en tout cas, ça peut soulever un débat sur la culture scientifique que l'on peut éventuellement avoir. Donc, revenons à un siècle où on pouvait éventuellement pardonner à des cerveaux, ou des savants en tout cas, de ne pas savoir. Par exemple, Johannes Kepler, que vous connaissez, le célèbre astronome et mathématicien allemand, qui a calculé les trajectoires des planètes, hein, avec ses lois de Kepler, qui sont toujours valables aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, hein, on utilise toujours les lois de Kepler pour aller dans l'espace.
Eh bien lui, il était tout à fait d'accord avec la chronologie de Schur, il donnait des âges autour de 4000 ans. Pareil pour Isaac Newton, hein, bien sûr père de la théorie de la gravitation universelle, qui également était tout à fait d'accord. Ce sont deux grands savants qui étaient aussi deux fervents chrétiens, qui étaient tout à fait d'accord avec cette datation. Puis vint le XVIIe siècle avec une révolution philosophique, c'est le rationalisme philosophique. Alors qu'est-ce que c'est le rationalisme philosophique? Ça prône tout simplement l'idée que la réalité ne serait connaissable qu'en vertu d'une explication par les causes qui la déterminent. En fait, on veut véritablement analyser la nature de manière véritablement rationnelle et surtout éviter de donner des explications comme par exemple la création divine. Donc le rationalisme s'entend de toute doctrine qui attribue à la seule raison humaine la capacité de connaître et d'établir la vérité. Voilà. Donc, les trois représentants que j'ai relevés de ce rationalisme philosophique, c'est bien sûr Descartes que vous connaissez tous puisqu'il est français, Spinoza, très important philosophe du XVIIe siècle, et bien sûr Leibniz en Allemagne. Donc Spinoza était néerlandais, enfin, il était né effectivement là-bas. Et donc ces trois penseurs, philosophes, vont véritablement apporter du grain à moudre dans l'histoire de la Terre et pour essayer d'apporter une interprétation de l'origine du monde et donc essayer d'apporter une explication. Donc commençons par Descartes. Descartes publie en 1644 son Principia Philosophiae, où il émet l'hypothèse que la Terre aurait été formée par une théorie qu'il invente, la théorie des tourbillons, où, je cite, Dieu n'était pas l'auteur direct de la création du monde. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même assez révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il propose ces tourbillons. Alors, c'est une théorie qui est tout totalement intellectuelle, c'est-à-dire qu'elle n'est basée sur aucune observation, c'est simplement un raisonnement personnel de Descartes qui propose ça. Et en fait, ces propositions n'étaient pas quantifiables, il prédisait parfois des résultats faux, comme par exemple la forme de la Terre qui aurait dû être allongée au pôle, donc c'est ce qui n'est pas le cas. Mais en tout cas, il y a quand même une proposition, on va dire. Voilà à quoi ça ressemblait. Donc des espèces de tourbillons qui avaient lieu dans l'espace et qui auraient contribué à former le Soleil et les planètes. Donc voilà une idée, mais qui ne s'est pas révélée juste, mais en tout cas il y avait une idée. Donc l'ambition de Descartes, c'est quand même de proposer une formation complète du monde à partir du chaos universel. C'est quand même un gros projet. Pour lui, le monde s'organise uniquement sous l'effet des lois voulues par Dieu, et la Terre est un ancien soleil. Voilà ce qu'il propose. Donc c'est quand même une vision assez nouvelle, puisque certes Dieu est toujours présent, mais en fait Dieu c'est un peu un Dieu physicien en quelque sorte qui a pondu des lois, et ensuite on doit s'y conformer à ces lois. Voilà, en gros c'est ça. Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz, excusez-moi je n'ai pas fait allemand en LV1, alors lui il avait aussi quelques bonnes idées aussi. Alors comme vous voyez la taille de sa perruque, vous avez compris qu'on est au siècle de Louis XIV, et effectivement Leibniz a proposé d'autres théories qui se rapprochaient quand même un petit peu de Descartes, puisqu'en 1693 il propose dans son Protégéa que la Terre et les planètes avaient été des petits soleils également, qui s'étaient refroidis justement du fait de leur petite taille. Il y a quand même un petit peu d'idées, quand même, là, mais il ne propose pas l'origine de ces petits soleils, il ne date pas tout ça. Mais on sent qu'il a un petit peu réfléchi. Puis vint Nicolas Steno. Alors Nicolas Steno est un Danois. Alors c'est très surprenant parce qu'il est anatomiste, géologue et évêque aussi. Alors, enfin, je me suis dit, c'est pas possible, ça, un géologue évêque. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Et effectivement, c'est pas n'importe qui ce monsieur, puisque c'est quand même le premier à formuler des principes en géologie, et notamment le fameux principe de superposition. C'est quand même lui le père du principe de superposition, d'après lequel la couche supérieure d'une succession sédimentaire est toujours plus récente que les couches sous-jacentes, à moins de remaniement ultérieur. Je veux dire, on utilise toujours ce principe, il ne faut quand même pas l'oublier. Sa vie est en grande partie marquée par son conflit personnel entre les explications religieuses des phénomènes naturels ayant cours et les découvertes scientifiques qu'il fit dans ce domaine. Vous comprenez bien qu'en tant qu'évêque, il commençait à voir des choses dans la nature qui ne collaient pas totalement avec ce qu'il prêchait, donc ça l'a quand même un petit peu
turlupiné, si j'ose dire. Il a été déclaré bienheureux par Jean-Paul II en 1988, et sa devise était exactitude de l'expérience, résultat reproductible, bref, un vrai scientifique. Alors malgré tout, voilà, comment expliquer en quelques millénaires seulement la formation des profondes vallées et des hautes montagnes? Donc là, c'est vraiment un vrai souci. On ne peut pas expliquer la formation d'une montagne en 6000 ans. L'intervention du déluge est commode, mais n'explique pas tout. Et secrètement, beaucoup de naturalistes pensaient à des temps beaucoup plus longs, et c'est à partir du XVIIIe siècle, véritablement, le siècle des Lumières, que les scientifiques commencèrent à séparer science et religion. Un des premiers, c'est Edmond, évidemment. Edmond Halley, vous le connaissez tous, évidemment. C'est celui qui a donné son nom à la comète, bien entendu. C'est le premier à proposer une méthode quantitative pour calculer l'âge de la Terre. Il pensa mesurer la faible salinité des fleuves et leur débit moyen pour calculer combien de temps il leur aurait fallu pour amener à la mer le sel qui s'y trouve. C'est quand même très ingénieux, d'ailleurs, comme idée. Halley n'a jamais mis cette méthode en œuvre, mais le principe était d'une logique intéressante. Il ne faut quand même pas oublier que Halley, c'est quand même il fait mieux comme prophète, le type. C'est-à-dire que le type, il calcule la trajectoire de la comète qui va porter son nom après, et il prédit 50 ans à l'avance qu'elle lui reviendra dans tel endroit du ciel, tel jour, enfin, pas tel jour, mais telle année. Même Nostradamus ne s'était pas risqué à faire de telles prédictions, évidemment. Donc, vous voyez un petit peu le pouvoir des mathématiques, le pouvoir de la physique, le pouvoir de la science. Donc, on est vraiment en plein XVIIIe siècle, triomphant. Autre personnage qui a vécu à peu près à la même époque, c'était Henri Gautier. Alors, celui-là, on ne le connaît pas, enfin, en tout cas, moi, je ne le connaissais pas. C'est, en fait, en gros, le ministre des Travaux, non, le ministre des Ponts et Chaussées de Louis XIV. Voilà, en gros, c'est ça. Avec sa belle perruque également. Et donc lui, c'est un homme de terrain, c'est lui qui va contribuer à creuser des canaux, faire des routes, etc. Et donc il essaie d'interpréter, c'est un ingénieur, et il essaye d'estimer la vitesse d'érosion des montagnes pour trouver le temps qu'il aurait fallu pour aplanir celles qui ne sont plus que de modestes collines. Et en 1721, donc il y a exactement 300 ans, il fait ses calculs et il trouve un âge supérieur à 35 000 ans. Donc 35 000 ans, c'est déjà beaucoup plus que 6 000 ans. Donc bon, on est loin de l'âge réel, mais on commence à toucher quelque chose. Puis vint Benoît de Mailly. Alors là, j'ai découvert ce monsieur, là, je ne le connaissais pas. Alors c'est un écrivain libertin. Donc vous allez comprendre un petit peu ce que c'est d'être libertin à l'époque. Il s'est publié en 1748. Alors vous voyez qu'il est mort en 1938, donc c'est 10 ans après sa mort. Et en plus, c'est publié, alors ce sont ses écrits qui seront publiés, sous un pseudonyme, Teliamed, qui était l'anagramme du nom de Maillet, de façon posthume, et sous un pseudonyme, on n'est jamais trop prudent, parce qu'on est quand même en plein XVIIIe siècle, mais bon, il ne faut pas non plus déconner. Ouvrage où il proposait que la Terre aurait un âge de plusieurs millions d'années. C'est une œuvre de fiction, c'est un débat philosophique en quelque sorte, mais il avance ses idées. Il faut savoir que ce monsieur était un diplomate de l'époque de Louis XIV également, qui avait beaucoup voyagé, notamment en Égypte. Il est très connu pour ses descriptions de l'Égypte à l'époque. Il avait notamment visité de nombreuses fois la grande pyramide de Gizeh, et il en avait fait tous les plans. Donc bon, il est sorti, on va dire, il est sorti de chez lui, et il se rend bien compte qu'il y a des choses qui ne collent pas avec ce qu'il a appris à l'école. Si j'ose dire, l'école n'existait pas non plus, mais en tout cas, ça ne collait pas. Donc, effectivement, il va le consigner et ça va être publié après sa mort. Il faut savoir que ce bouquin a toujours été distribué sous le manteau. C'était vraiment un truc totalement secret, mais en fait, dans tous les salons parisiens, tout le monde l'avait. En gros, c'est ça. Donc il arrive à ce chiffre de plusieurs millions d'années en estimant la vitesse, ou plutôt la lenteur du retrait de la mer, parce qu'il supposait qu'autrefois, la mer recouvrait les plus hautes montagnes. C'est pour ça qu'on y trouvait des coquilles, des fameux fossiles au sommet des montagnes. Donc il avait calculé ça comme ça. Il faut quand même se rendre compte de la puissance de ce bouquin, qui est quand même assez extraordinaire, même si c'est une œuvre de fiction. Puisque dans ses écrits, donc, il propose que la Terre a eu des alternances de réhydratation-dessèchement, pendant lesquelles le niveau de la mer n'a jamais cessé de baisser. Ensuite, il propose que la sédimentation sur les flancs immergés de ces montagnes primitives ont donné, après immersion, donc des montagnes moins hautes et moins vieilles. Donc, je l'ai dit, un âge impératif de plusieurs millions d'années pour pouvoir faire cela.
Ensuite, parmi les concepts les plus précurseurs, c'est tout simplement une des premières visions transformistes de l'époque moderne. Alors vous me direz, un libertin transformiste, ça paraît évident, hein, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est le transformisme? Le transformisme, c'est en fait l'ancêtre de la théorie de l'évolution, tout simplement. Puisqu'il propose, il a le pressentiment que les êtres vivants étaient nés de semences répandues dans la mer, qui seraient sortis des eaux et se sont métamorphosés en créatures terrestres. Vous vous rendez compte, on est au début du XVIIIe siècle, un siècle avant Lamarck, un siècle et demi avant Darwin. Donc évidemment, c'est quelque chose de complètement révolutionnaire. Alors il faut savoir que cet ouvrage est quand même un petit peu brûlant, hein, puisqu'il est dirigé contre le christianisme également, ce qui explique qu'il est circulé donc clandestinement. Et également, il a suscité des rancœurs également, puisqu'il constitue de plus un obstacle épistémologique et sinon idéologique. Le fait que ça soit une fable, ça ne plaît pas non plus à tout le monde, parce que ce n'est pas vraiment un ouvrage scientifique. Et surtout, ça va conforter certains à renoncer au transformisme pour se rester sur la théorie fixiste, c'est-à-dire le fixisme, c'est-à-dire que en fait, la vie n'a pas évolué. D'ailleurs, parmi les opposants à ce bouquin, vous avez Voltaire, tout simplement, hein, parce que Voltaire n'était pas du tout d'accord avec ça. Et d'ailleurs, voilà ce qu'il dit. Telliamed m'apprit que les montagnes et les hommes sont produits par les eaux de la mer. Il y eut d'abord de beaux hommes marins, et qui ensuite devinrent amphibies, leur belle queue fourchue se changeant en cuisses et en jambes. J'étais encore tout plein de métamorphoses d'Ovide, et d'un livre où il était démontré que la race des hommes était bâtarde d'une race de babouins, j'aimais autant descendre d'un poisson que d'un singe. Voilà un petit peu ce qu'il disait sur ce livre. Malgré tout, Benoît de Maillet, on peut-être le considérer comme un précurseur du transformisme lamarckien, le lamarckisme qui proposait la fameuse théorie que la girafe, en tirant son cou, eh bien, engendrait des enfants avec des petits avec des coups de plus en plus longs. Hein. Donc c'est un petit peu comme si vous faisiez de la muscu et que votre bébé naissait tout musclé déjà. Donc ça ne marche pas, mais c'était une idée quand même. Cuvier d'ailleurs utilisera le Telliamed comme un véritable repoussoir contre les tenants des théories transformistes durant les années 1820-1830. Donc, malgré tout, au XVIIIe siècle, donc dans les années 1760-1770, les chronologies longues s'imposent à nouveau dans les esprits des Lumières. Et à cette époque, la géologie prend véritablement son essor. Hein. C'est vraiment la géologie qui va guider tout ça, et les observations deviennent plus minutieuses, plus précises. La géologie cesse d'être une science spéculative pour devenir une science d'observation. Le temps est mûr pour à la fois se libérer des contraintes bibliques et pour pleinement reconnaître la lenteur des phénomènes géologiques. Donc c'est à partir de 1730 que deux familles de théories de l'origine de la Terre vont véritablement s'affronter. Toutes deux partent d'un point de départ matériel, soit une nébuleuse, soit une étoile, sans poser cependant l'origine de cette nébuleuse ou de cette étoile, mais en tout cas, ces deux théories vont s'opposer durant les 2 siècles à venir. Première théorie, c'est Emanuel Svedberg, qui est donc, j'ai oublié son pays, je ne sais plus, du nord de l'Europe. Eh bien, donc Emanuel Svedberg va proposer dès 1734 une théorie tout à fait extraordinaire, puisqu'il pense que les nébuleuses en forme de spirale ou de disque que l'on découvre actuellement, enfin à cette époque-là, grâce aux nouvelles lunettes et télescopes, pourraient être à l'origine du système solaire. Donc ça, c'est quand même une révolution, hein, parce que ce qu'il propose est toujours d'actualité. Il faut bien avoir conscience de ça. Kant, d'ailleurs, le célèbre philosophe allemand, reprend également cette théorie, l'approfondit, la construit un peu plus, et donc ça devient la théorie de la nébuleuse présolaire en 1755. Un grand nom également de la science et des mathématiques français, Pierre-Simon de Laplace, le marquis de Laplace, perfectionna cette théorie de la nébuleuse dans son fameux Exposition du système du monde et son traité de mécanique céleste. Alors il faut savoir que Laplace, c'est un peu une de mes idoles, hein, puisque c'est quand même le père du déterminisme, donc c'est quelqu'un qui va avoir l'ambition
peut-être d'essayer de comprendre l'univers. Et d'ailleurs, j'ai réussi à retrouver sa tombe cet été, alors que j'étais en Normandie, sous un orage terrible, au milieu d'un champ caché derrière des ronces. J'ai retrouvé la tombe de Laplace. C'est quand même assez vertigineux, d'ailleurs, de se rendre compte que cet homme qui a été un des plus puissants d'Europe, puisqu'il était quand même ministre de Napoléon Ier, très connu, adulé de tous, grand savant, eh bien, aujourd'hui, il est dans cette tombe, complètement oublié de tout le monde. Plus personne ne sait même où est la tombe. J'ai réussi à la chercher après moult recherches. Et on est au milieu d'un champ de maïs, effectivement. Donc, c'est une belle... c'est assez philosophique, pour le coup. Une tombe, d'ailleurs, qui fait un petit peu temple grec, d'ailleurs, comme vous pouvez le constater. Et où vous voyez, d'ailleurs, donc son nom et ses réalisations. Donc, mécanique céleste, système du monde, théorie analytique des probabilités, c'est quand même lui le père des théories de probabilistes qui sont encore utilisées aujourd'hui en mathématiques. Et sur son lit de mort, le 5 mars 1827, il reprit ces paroles, les paroles de Socrate. « Ce que nous savons est peu de choses, ce que nous ignorons est immense. » Voilà, c'est quand même, évidemment, il faut penser à citer Socrate avant de mourir, c'est toujours sympa, effectivement, plutôt que de demander à aller aux toilettes, par exemple. C'est moins glamour. Passons. Donc, effectivement, d'ailleurs, Laplace qui publie ce bouquin là-dessus, où il va parler de ce système du monde, donc là, vous avez l'édition de 1835, et puis un peu plus tôt, donc au début du 19e siècle, c'est là que Laplace, bien sûr, va faire ce célèbre échange. Alors, est-ce que c'est apocryphe? Je ne sais pas, en tout cas, je me plais à croire que ça s'est vraiment passé comme ça. Donc, Napoléon lui dit, mais monsieur de Laplace, je ne trouve pas dans votre système mention de Dieu. Et Laplace qui lui dit, sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Cette hypothèse, sire, explique en effet tout, mais ne permet de prédire rien. En tant que savant, je me dois de vous fournir des travaux permettant des prédictions. Donc voilà comment ça s'est passé, la petite conversation. Un peu plus tôt, un autre grand savant français, bien sûr, immense savant, c'est bien sûr Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, qui était le directeur du Muséum d'histoire naturelle, donc du Jardin du Roi, donc à Paris, et qui va avoir véritablement quand même un éclair de génie pour pouvoir dater la Terre. Donc, bien sûr, on va voir comment ça s'est passé. Vous avez compris, vu la tenue, que nous sommes sous Louis XV. Donc la perruque est devenue plus discrète. Donc vous avez sa statue, d'ailleurs, au Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui vous attend. Donc Buffon, qu'est-ce qu'il fait? En 1749, il publie son ouvrage qui va un petit peu récapituler l'état de l'art à ce moment-là de l'histoire. Donc à ce moment-là, on connaît le modèle copernicien, on connaît les lois de Kepler, on connaît la physique de Newton, qui a à peine quelques années, ne l'oublions pas. On connaît également, depuis 1672, les caractéristiques orbitales approximatives des planètes du système solaire. On connaît également le fait que, un petit peu les densités relatives. On sait que les densités entre le Soleil et les planètes sont peu denses, telles que Jupiter et Saturne, alors que les planètes plus denses, comme Mercure et Mars, sont plus près du Soleil. Donc tout ça, on le sait. On commence à le comprendre. On connaît bien sûr pas du tout toutes les planètes. Je rappelle qu'à l'époque, on ne connaît pas Uranus et Neptune encore, ni Pluton, bien sûr. Et Buffon, en appliquant la physique de Newton, cherche à fabriquer un système solaire tel qu'on le connaît en 1749, avec les 6 planètes connues. Et donc il publie, en 1749, cet ouvrage. Rendez-vous compte qu'on peut trouver tous les bouquins en ligne sur la BNF, sur Internet. Enfin, c'est la bibliothèque d'Alexandrie, le truc. Hein. C'est absolument fabuleux. Et donc voici la page d'illustration des preuves de la théorie de la Terre par Buffon, avec ce fameux dessin. Voilà, ce fameux dessin où l'on voit en fait, il propose tout simplement qu'une comète serait rentrée en collision avec le Soleil et évidemment la comète aurait arraché un bout de Soleil et ça aurait entraîné la formation de la Terre. Donc c'est une idée, comme une autre. Hein. Alors cependant, il prend ses précautions, puisque là vous voyez que là il y a Dieu qui quand même veille que tout aille bien. Hein. Bon, est-ce que la comète elle va bien à droite ou pas trop à gauche? Enfin, vous avez compris. Et d'ailleurs il le dit dans son ouvrage, hein, cette force d'impulsion a certainement été communiquée aux astres en général par la main de Dieu lorsqu'elle donna
le branle à l'univers. Donc bon, il y a quand même Dieu qui donne un petit peu la chiquenaude initiale pour pouvoir lancer tout ça, et après, c'est les lois de la physique qui font le reste. Donc, réelle croyance en Dieu ou crainte des tribunaux ecclésiastiques? Ça, évidemment, on ne le sait pas. Donc, voilà un petit peu le dessin que l'on trouve dans cet ouvrage. Donc, un autre dessin où on voit donc la comète qui rentre en collision avec le Soleil. Alors, pourquoi une comète, me direz-vous? C'est pas très gros, une comète. Bon, à l'époque, on ne sait pas que les comètes ne sont pas très grosses. Et on pense très clairement que les comètes sont à la mode. N'oublions pas que Halley a fait ses prédictions extraordinaires. D'ailleurs, le retour de la comète de Halley aura lieu en 1759, c'est-à-dire 10 ans après l'apparition du premier tome de Buffon. Et donc les comètes sont les astres tout à fait indiqués pour pouvoir faire ce genre de processus un petit peu catastrophique. Il faut dire les choses comme c'est. De même, Buffon est allé voir les éruptions du Vésuve, parce qu'au XVIIIe siècle, le Vésuve est en pleine activité, et donc il voit de la lave couler qui se refroidit, donc il se dit que peut-être que la Terre était peut-être plus chaude avant, et donc elle s'est refroidie, donc il commence à mûrir son hypothèse de Terre chaude qui serait refroidie, et donc peut-être éventuellement faire des calculs de refroidissement. Donc ça, c'est très intéressant. Donc sa théorie de la collision, il ne faut pas oublier qu'elle a été quand même favorite par les astronomes jusque dans la première moitié du XXe siècle. La théorie de la collision, avec quelques avancées, quelques modifications, bien entendu. En l'occurrence, l'objet arracheur n'était plus une comète, dont on avait découvert la très faible masse, mais une étoile, carrément. Une étoile qui serait passée près du Soleil, ou qui aurait peut-être collisionné, mais bon, c'est difficile. Donc une quasi-collision, en quelque sorte. Cependant, cette théorie tombe, si j'ose dire, à l'eau, dans les années 1940. Effectivement, on se rend compte dans ces années-là que les étoiles sont beaucoup trop loin. C'est pas possible que des étoiles puissent rentrer en collision. Et effectivement, donc c'est très peu probable. Et donc c'est la théorie concurrente, la nébuleuse de Kant-Laplace, qui va prendre le dessus seulement à partir des années 40, donc c'est assez récent, mine de rien, on va véritablement favoriser cette hypothèse, qui est d'ailleurs toujours l'hypothèse privilégiée aujourd'hui d'une nébuleuse qui s'effondre sur elle-même en tournant sur elle-même et qui va engendrer le Soleil et les planètes. Vous avez déjà vu ce genre de schéma dans n'importe quel livre de sciences naturelles. Donc les nébuleuses, il ne faut pas l'oublier, donc les nébuleuses soupçonnées d'être à l'origine des systèmes stellaires, qui sont très nombreuses, ces nébuleuses, on en voit plein le ciel, donc on sous-entend quand même que c'est une évolution relativement banale, ces nébuleuses. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est qu'il doit donc y avoir de nombreux autres systèmes stellaires dans notre galaxie, et a fortiori dans tout l'univers. Notre Terre a de bonnes chances de ne pas être unique, comme l'avait pressenti Giordano Bruno, qui, je le rappelle, avait été brûlé vif pour cela en 1600 à Rome. Les collisions, au contraire, sont des événements accidentels, donc plutôt rares. Donc, consciemment ou inconsciemment, Kant et Laplace favorisaient l'existence de très nombreuses planètes dans l'univers, alors que Buffon favorisait le caractère relativement unique de la Terre. Donc, vous voyez un petit peu la différence. Alors, Buffon, malgré tout, a eu une revanche posthume, puisqu'à partir des années 70, on pense aujourd'hui que la Lune se serait formée par la collision de deux planètes, donc de la Terre contre une autre planète de la taille de Mars, qui aurait engendré la Lune. Et donc, c'est une espèce de revanche un petit peu posthume de la théorie de la collision par Buffon. Et donc, revenons à Buffon, qui va donc, dès 1774, élaborer son plan pour pouvoir modéliser le refroidissement de la Terre, puisqu'il suppose que la Terre était très chaude au départ, et ensuite elle s'est refroidie comme de la lave, en quelque sorte. Et donc, il va aller en Côte d'Or, près de Montbard, dans des forges, qui existent toujours d'ailleurs, on peut les visiter, et dans ces forges, il va chauffer très très fortement des boulets de canon. Et donc, il va confronter, bien sûr, les âges bibliques à son expérience. Donc, voici ici quelques résultats que j'ai récupérés de ces expériences. Donc là, vous avez différentes tailles de boulets. Avec le temps de refroidissement, vous comprenez ici aisément que plus le boulet est gros et plus il refroidit lentement. Et donc, voilà ce qu'il écrit. Donc, je ne vais pas tout lire,
Mais vous voyez surtout ici, donc, et c'est vraiment au fond d'un chapitre, hein, c'est caché au fond d'un bouquin, il ne va pas trop se vanter de tout ça parce qu'il ne veut pas avoir trop d'ennuis, mais il donne les chiffres dans son livre, et donc le plus gros chiffre qu'il avance, c'est 96 670 ans et 132 jours. Alors il est ultra précis dans son calcul, là aussi on peut quand même évidemment, aujourd'hui avec le recul, on dirait, bon, c'est pas très scientifique d'être aussi précis, parce que surtout quand on calcule le refroidissement d'une boulet de canon, il extrapole la taille de la Terre, enfin bon, voilà, vous avez compris. Mais bon, en tout cas, il se risque à ça, et il comprend que, bien sûr, les 6000 ans bibliques annoncés ne tiennent plus. Donc, et que fait Buffon avec cet âge révolutionnaire? Ben rien. Rien du tout. Aucune discussion sur la signification de cet âge énorme pour le XVIIIe siècle. Aucune discussion ni sur sa signification religieuse, ni sur sa signification géologique. Pourquoi? Ben, il est prudent. Il est prudent parce qu'on est en 1774, année de la mort de Louis XV, qui était d'ailleurs un ami, enfin un ami, il appréciait Buffon, en tout cas Louis XV, et c'est l'année où l'Église revient en force, 8 ans seulement après que le chevalier de la Barre ait été exécuté pour blasphème. Donc il faut faire quand même attention à ce qu'on raconte, hein. Malgré qu'on soit Buffon, voilà, il faut faire attention. Donc, je pense que je vais passer ça, je vous le résume très rapidement. Il faut savoir qu'il y a eu une querelle entre Voltaire et Buffon, hein, puisque Voltaire n'était pas avare de bons mots, et il se moquait ouvertement de Buffon, qui affirmait qu'on avait trouvé des fossiles de coquillages dans les montagnes, et en fait, il remettait en question, Voltaire, cette affirmation, et disait ce sont des coquillages, en gros, et alors Buffon qui lui dit cela n'eût rien gâté, et eût rendu son explication encore plus vraisemblable. Comment se peut-il que des personnes éclairées et qui se piquent même de philosophie aient encore des idées aussi fausses? Voilà. Donc ils sont restés fâchés d'ailleurs pas mal de temps. Bon, il faut savoir quand même que Voltaire, comme beaucoup, privilégiait souvent la réflexion et les idées intellectuelles basées sur la raison pure. Donc forcément, la raison et le bon sens indiquaient à l'évidence qu'il ne pouvait pas y avoir de coquilles au sommet des montagnes, donc il n'y en avait pas. Voilà, point final. Et un bon mot fait parfois office de preuve et de fin de débat. Pour Buffon, au contraire, observation, calcul, expérience étaient prépondérants. C'est un scientifique. Il n'est pas le premier, mais pousse cette attitude très loin en ce milieu du XVIIIe siècle. Dans la même lignée, vous avez bien sûr Pierre-Bernard Palissou. Alors Pierre-Bernard Palissou, les géologues le connaissent, puisqu'il a donné son nom au fameux poudingue, le poudingue de Palissou, que l'on retrouve dans les Pyrénées. Et puis également Jean-Louis Giraud-Soulavie, qu'on va voir juste après, qui ont tous les deux étudié l'histoire naturelle de la France méridionale et qui ont proposé des âges de plusieurs millions d'années pour expliquer les structures géologiques. Donc voilà une autre gravure de 1800, je ne sais plus en quelle année celle-là, début 19e en gros, illustration de 1784, celle-là, publiée par Pierre-Bernard Palissou, du cercle de Gavarnie. Donc il comprend que tout ça, ça n'a pas pu se former en quelques siècles à peine. Et donc on arrive à Jean-Louis Giraud-Soulavie, qui est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, et qui est quand même un personnage historique extraordinaire. Puisque lui, son œuvre majeure, c'est l'histoire naturelle de la France méridionale, qu'il va publier en 7 volumes, enfin il aurait aimé la publier en 7 volumes, entre 1780 et 1784. C'est ici, dans cet ouvrage, qu'il va véritablement proposer un âge jamais proposé jusqu'à présent, plusieurs centaines de millions d'années, donc c'est vraiment un truc énorme, et il va même proposer de diviser l'histoire des terrains sédimentaires en 5 époques. Donc là aussi, vous sentez un petit peu les prémices de l'échelle des temps géologiques. Il esquisse une théorie transformiste également, de la flore et de la faune, qui, sous l'influence du milieu, se diversifie, se complexifie, se transforme. Vous vous rendez compte un peu? Donc aujourd'hui, on ne parle que de Darwin, mais en fait, il y avait quand même des types qui avaient réfléchi avant. Hein. Et en 1784, en manque de peau, pour lui, il est en France, il n'est pas en Angleterre, ça va jouer. En 1784, l'Église, considérant que l'ouvrage contredit la lecture littérale de la Bible, le somme de renoncer à la géologie et la publication des 2 derniers volumes sont interdits. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir conscience. Et donc, en fait, il a arrêté de faire de la géologie, ce monsieur, il a fait de la poésie, il a fait autre chose. Il était historien aussi. Mais, et puis ensuite, surtout, on est en 84, vous avez compris. En 89, il va se passer des petites choses. Il va épouser les idées de la Révolution.
c'est pour le meilleur et pour le pire, puisqu'en fait il va être arrêté, il va être condamné, il a failli se faire couper la tête ensuite sous la terreur, finalement il va être sauvé in extremis, Napoléon le récupère, et puis finalement il va finir ses jours après l'Empire à écrire des bouquins un petit peu de science, et c'est quand même quelqu'un qui mériterait véritablement d'être beaucoup plus connu en France, parce que c'est un érudit, un pur produit du XVIIIe siècle, pardon, d'ailleurs je me trompe, parce qu'il est mort en 1813, donc vous avez compris, mais effectivement, il a quand même eu une fin de vie assez rocambolesque sous la Révolution et ensuite sous l'Empire. Voilà, donc ne pas oublier ce monsieur. Donc en gros, nous arrivons au XIXe siècle, et la divergence à propos de la chronologie entre les sciences de la Terre et les autres disciplines aura duré presque 2 siècles, hein, il ne faut pas l'oublier. En ce XIXe siècle, on va dire que un âge de la Terre a toujours été proposé par les autorités officielles, l'Église d'abord, puis ensuite les sciences académiques. Manque de peau pour les géologues, les âges proposés sont toujours trop faibles, hein, c'est vraiment pas assez. Donc les géologues veulent des centaines de millions d'années, alors que la science et la religion proposent que quelques millénaires ou quelques dizaines de millénaires, donc ça ne marche pas. Donc il va falloir attendre quelques noms très importants, et ça va se passer en Angleterre, tout ça, hein, avec Lyell, Darwin et Kelvin. Ce sont les 3 protagonistes qui vont nous occuper maintenant. Voilà, ça je passe. Et donc, parmi les observations qu'on peut faire, c'est également le fait que vous voyez le pont du Gard, hein, donc en 1851, ça, on sait à l'époque que le pont du Gard a 18 siècles, et en fait, si l'érosion s'était faite en quelques siècles à peine, comme on le pensait si jamais la Terre n'avait que 6000 ans, évidemment que depuis la construction du pont du Gard, il y aurait eu une érosion considérable, et le pont du Gard serait en ruine. Or, on voit bien que ça n'a pas bougé. Donc on suppose bien que l'érosion est un phénomène extrêmement lent qui n'est pas du tout mesurable à l'échelle de 18 siècles. Donc, problème. Donc voilà les 3 protagonistes qui vont véritablement tenir la corde au cours du 19e siècle. C'est la controverse. D'ailleurs, c'est une controverse puisqu'il va opposer ce monsieur qui ressemble un petit peu c'est Lord Kelvin, c'est un peu le parrain, hein, de la physique, hein, on ne peut pas le contredire, le monsieur. Hein. Et puis, bien sûr, les nouveaux qui viennent d'arriver, c'est Darwin. Et d'ailleurs, je ne comprends pas que sa tête soit inversée, parce que j'avais mis de l'autre sens, c'est bizarre. Ou alors, il boude, là, peut-être, là, il n'est pas content. Hein. Et donc, Darwin et Lyell. Donc, on va aller voir tous ces messieurs. On commence d'abord, dès le XVIIIe siècle, avec ce monsieur, que vous connaissez peut-être, c'est James Hutton. James Hutton, c'est un fermier. Alors, un fermier, on sent que c'est pas lui qui devait toucher beaucoup les trucs, hein, mais c'est surtout un géologue. Donc, en fait, il est propriétaire d'une ferme et il fait de la géologie comme passe-temps. Et donc, il va se rendre à un endroit merveilleux, Sycamore Point. Nous sommes en Écosse, et donc il habite en Écosse. Et ce site est exceptionnel, puisque vous avez ici, vous le voyez, des sédiments qui ne sont pas du tout dans le même sens que les sédiments du dessous. En fait, aujourd'hui, on sait que ce sont des grauwacs verticaux du Silurien de 425 millions d'années, et vous avez des grès rouges horizontaux du Dévonien de 345 millions d'années. Alors, bien à l'époque, on ne savait pas l'âge, mais on voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle une discordance. Une discordance stratigraphique, puisque on suppose, déjà à l'époque, ils supposent que les sédiments se déposent à l'horizontale. Donc, ça veut dire que ceci a dû se redresser par un processus géologique inconnu. Ensuite, ça a été érodé, et ensuite, il y a ceci qui s'est déposé par-dessus et qui a été de nouveau repenché. Donc, il suppose que tout ça s'est fait pendant un temps extrêmement long. Et il va l'écrire. Ces idées vont être reprises par Lyell, et ensuite, on pense que ces écrits ont largement inspiré Charles Darwin pour sa théorie de l'évolution également. Donc, vous voyez que c'est un endroit fondateur, cet endroit-là. Hein, Sycamore Point, c'est vraiment l'endroit qu'il faudra aller voir quand j'irai, d'ailleurs, on fera la sortie de géologie en Écosse. Je pense qu'il y aurait des belles choses à voir en Écosse, effectivement. Et donc voilà un petit peu l'interprétation. Vous avez ici les couches verticales et là les couches presque horizontales avec la discordance majeure. Et donc voilà le dessin, hein, de James Hutton, l'aquarelle de l'époque, où donc sont
le philosophe et mathématicien John Playfair écrira d'ailleurs « L'esprit semble s'étourdir en regardant si profondément dans l'abîme du temps. » Voilà. Époque où on savait écrire et on était philosophe et mathématicien en plus. Donc, Darwin va être très influencé par tout ça. Et comme le dit Campbell, une Terre âgée de plusieurs millions d'années ouvrait la voie au concept de sélection naturelle et à la théorie de l'évolution, qui sont des processus très lents, évidemment. Les découvertes de Hutton ont bouleversé notre compréhension du monde en révolutionnant la géologie et la science moderne. Donc voilà un dessin de Lyell, donc, qui est un peu le contemporain de tout ça, qui va publier de 1830 à 1833 ses principes de géologie, où il va essayer de tenter une explication des changements de la surface de la Terre. Alors Lyell est un partisan de l'uniformitarisme proposé par James Hutton. Qu'est-ce que c'est l'uniformitarisme? En fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'actualisme. C'est-à-dire que ce sont les mêmes principes physiques qui régissent les phénomènes géologiques par le passé comme aujourd'hui. Donc, il y a une forme de continuité. En revanche, Cuvier n'est pas d'accord. Donc Cuvier est français, il n'est pas d'accord puisque lui, il est plutôt partisan d'une théorie catastrophiste. Donc vous avez l'uniformitarisme avec une forme de continuité de l'évolution, alors que Cuvier est catastrophiste, c'est-à-dire qu'il pense que la Terre est beaucoup plus jeune et que ce sont des catastrophes successives qui ont boosté en quelque sorte son évolution. Donc là, effectivement, deux écoles se chamaillent là-dessus. Je passe. Voilà ce que fait d'ailleurs Cuvier. Il va carrément aller récupérer en Égypte des momies d'ibis, enfin, cette espèce d'oiseau qu'ils appelaient ibis à l'époque. Et il ne faut pas oublier que Cuvier suppose que la Terre n'a que 80 000 ans. Il est resté sur la datation approximative de Buffon. Et donc, il se dit, bon, forcément, en 4000 ans, peut-être que les squelettes d'ibis ont dû évoluer, forcément, parce que 4000 ans, c'est pas beaucoup par rapport à 80 000 ans. Mais ça commence à faire, déjà, pardon. Eh bien, en fait, il ne voit pas de différence. Donc, il voit que c'est le même squelette que pour un ibis actuel. Et donc, forcément, pour pouvoir expliquer la diversité du vivant telle qu'elle existe à ce moment-là, ben, la seule option possible, c'est qu'il y a eu des catastrophes qui ont boosté en quelque sorte l'évolution périodiquement, et donc c'est ça la théorie catastrophiste. Dans le même temps, on fait des fouilles dans la grotte de Kent, donc en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, avec William Peggenly, qui vont quand même retrouver des vestiges de préhumains. Donc ça va être quand même une grosse découverte dans les années 1840, et on se rend bien compte que là, ben, même ce qu'on appelle des espèces d'humains qui sont un petit peu différents de nous, ben, on sent qu'il s'est passé des choses avant tout ça, et que comment l'expliquer à part expliquer par un temps long, bien entendu. Et arrive bien sûr Darwin, avec sa théorie de l'évolution, l'origine des espèces, publiée en 1859, il va quand même attendre presque 30 ans avant de la publier, au moins 20 ans, parce qu'il a peur. Il a peur de se tromper, il n'a pas peur de finir au bûcher comme les autres, bien sûr, on peut s'exprimer, mais c'est quand même une théorie extrêmement subversive, en quelque sorte, hein, puisque bon, dire que toutes les espèces ont une origine commune, c'est quand même pas rien. Je pense que le micro ne marche plus. Bon, ça va. Et donc, son estimation est autour de 300 millions d'années. Voilà. À peu près 300 millions d'années, ça serait l'idéal. Alors, comment il estime ça? Notamment par l'érosion de la croûte terrestre. Et il fait des calculs, et il estime que 300 millions d'années, ça lui paraît quand même à peu près correct. Donc voilà, d'ailleurs, c'est dans la vallée de Wild, je ne sais pas si comment on dit Wild, je ne sais pas, et donc il va essayer de mesurer combien de centaines de mètres ont disparu, et il estime donc à peu près donc, quelques centaines de millions d'années. Pendant ce temps, Cuvier n'est toujours pas d'accord. Lui, il va défendre sa théorie du catastrophisme, qui va donc être une espèce de concurrente pendant tout le 19e siècle. Évidemment, ce sont des débats d'idées aussi, puisque les sciences naturelles sont encore relativement empiriques à l'époque, et non fondées sur des mesures précises ou des lois physiques. Donc, du coup, on est encore un petit peu dans le débat, est-ce que c'est comme ça? Non, je ne suis pas d'accord, etc. Puis arrive le physicien
William Thomson, alias Lord Kelvin, qui va mettre tout le monde d'accord par ses calculs. En fait, pour lui, la Terre était très chaude au départ, on est d'accord, puis elle s'est refroidie, donc une croûte s'est formée, et puis peu à peu, elle s'est refroidie assez rapidement. Donc, on connaît à peu près, on peut calculer, en ce 19e siècle, on peut calculer très précisément la vitesse de refroidissement de la Terre. Donc en fait, il reprend les travaux de Buffon, mais avec des nouveaux outils mathématiques que Buffon n'avait pas, notamment les lois de Fourier qui datent de 1822. Et il va faire des calculs très précis, et en faisant des postulats qui sont critiquables, bien entendu, mais bon, il faut bien faire des postulats à un moment, 30 degrés par kilomètre notamment, eh bien, un consensus émerge peu à peu, avec un âge de 24 millions d'années. C'est les calculs qui le disent. Alors, les physiciens sont tous d'accord avec ça. Hein. En plus, Lord Kelvin, c'est quand même le big boss, donc on ne va pas non plus le contredire, parce que c'est pas très bien. Si on veut avoir une carrière, il faut faire attention à ce qu'on dit aussi, c'est toujours pareil. C'est pareil aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ça va rester comme ça. Ce consensus va se cristalliser, si j'ose dire, en 1890. Hein. Donc, le postulat, c'était ça, c'est-à-dire qu'en fait, on avait un profil de température qui correspondait à peu près à 24 millions d'années. Au début, il était resté large, entre 10 et 100, et puis il y avait d'autres hypothèses sur le fonctionnement du Soleil. À l'époque, on ne savait pas expliquer le fonctionnement du Soleil. Il faut bien se rendre compte de ça, puisqu'on ne connaît ni la physique nucléaire, on ne connaît rien à tout ça. On pensait que le Soleil brillait parce qu'il s'était effondré sur lui-même, en fait. Donc, on pensait que le Soleil était aussi très jeune, également. Donc, on ne peut pas non plus critiquer ces physiciens qui faisaient avec les connaissances de leur temps. Il ne faut pas l'oublier. Dans le même temps, John Joly reprend les idées de Halley qui n'avait pas pu calculer sur la salinité des mers, et lui, il trouve 80 millions d'années. Donc vous voyez un petit peu, on est à peu près dans ces eaux-là, si j'ose dire. Ça manque pas de sel. Eh bien, effectivement, pendant ce temps, les géologues ne sont pas d'accord. Les géologues, ils disent, ça ne va pas du tout. Lenteur de l'évolution, lenteur de l'érosion, lenteur de la formation des chaînes de montagne, et on nous sort 24 millions d'années. Ça ne va pas du tout. Nous, il nous faut au moins 300 ou 400 millions d'années, voire 500 millions d'années, peut-être. Et donc, évidemment, ce n'étaient pas quelques ramasseurs de cailloux qui allaient mettre en doute la physique classique qui montait chaque jour en puissance, évidemment. Et pourtant, Joly, Kelvin et les autres avaient omis que les dorsales océaniques retirent du sel en permanence à la mer, que la radioactivité chauffe la Terre. Évidemment, à l'époque, on ne savait absolument pas tout ça, on ne connaissait pas la tectonique des plaques, on ne connaissait pas la radioactivité. Ils ne pouvaient certes pas connaître tout ça à l'avance, mais les observations des géologues auraient dû les convaincre qu'il manquait quelque chose à leur modèle. Et oui, donc vous voyez un petit peu, quand on est aveuglé par la puissance d'un modèle, on est persuadé de détenir la vérité, alors qu'à côté, on vous dit, mais ça colle pas. Et donc, à méditer encore de nos jours. Parce qu'il y a encore aujourd'hui des affirmations qu'on fait en science, et on dit, mais c'est forcément ça, parce que les calculs sont parfaits. Et bien, en fait, non. Il faut faire très attention avec ça. Et d'ailleurs, première erreur, dès 1895, puisque John Perry va démontrer que Kelvin s'était trompé. Vous avez ici, en rouge, le profil de température proposé par Kelvin, et en fait, il avait omis qu'il pouvait y avoir également de la convection dans la planète. Il pensait que la Terre était figée complètement et qu'elle se refroidissait uniquement par conduction, et en fait, un mouvement de convection change complètement la donne dans la répartition de la chaleur interne de la Terre. Donc ça, c'est quelque chose qui a été, bien sûr, assez gênant. Et puis, bien sûr, le coup de sifflet, peut-être le clou dans la croix, peut-être, je ne sais pas comment dire, hein, c'est bien sûr 1896, la découverte de la radioactivité. Donc là, vous avez trois personnages clés hein, de la fin du 19e siècle, début 20e. C'est bien sûr Henri Becquerel, c'est évidemment Pierre Curie et évidemment, enfin, une femme. C'est la première, hein. C'est Marie Curie. Évidemment, alors, Marie Curie, on pourrait faire 10 conférences sur Marie Curie. Hein. Moi, je l'adore, cette femme, elle est extraordinaire. C'est quasiment une sainte de la science. Enfin, il y a eu combien de films, combien de livres, enfin extraordinaire. Je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais en tout cas, elle mériterait une conférence à elle toute seule. Ça, c'est sûr. Donc, Henri Becquerel
le voici. Alors, je ne sais pas s'il faisait sa physique en redingote comme ça, c'est pas très pratique, ça peut se tâcher, mais en tout cas, il est dans son laboratoire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Henri Becquerel? Ben, il va utiliser des plaques photo, lumière, des plaques lumière, c'est-à-dire des frères lumière, hein, tout simplement. Hein. Ça servait à faire des photos, des plaques argentiques en verre, et il va avoir l'idée de déposer quelques sels d'uranium sur cette plaque. Alors d'abord il le met au soleil, il voit que ça fait des taches, et puis un jour il fait pas très beau, et en fait il va ranger sa plaque photosensible dans son tiroir, et il pose dessus machinalement un morceau d'uranium. Il se dit bon je reviendrai demain, on ne pas le temps. Voilà. Et 3 jours plus tard, Becquerel s'empare de ces plaques restées à l'ombre du tiroir et décide de les développer malgré tout. Donc là, il se dit, bah tiens, on va développer la photo, on verra bien. Voilà, en gros, c'est complètement fou cette histoire. Hein, vraiment, alors il avait quand même l'idée de le faire, parce qu'il aurait pu être comme Kelvin en disant, ben non, comment voulez-vous que la plaque photo soit impressionnée puisque je l'avais laissée dans le tiroir? C'est ridicule. Un volontaire aurait dit ça, c'est ridicule. Bon, et bien lui, il le développe, et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve ça. Une tache, avec notamment l'empreinte de la croix de Saint-André qu'il avait posée dessus, c'est-à-dire qu'il avait posé le sel d'uranium et une croix dessous. Et en fait, il a le négatif, en quelque sorte, de la croix. Et alors ça, c'est extraordinaire, ça veut dire que le bloc d'uranium avait émis des rayonnements invisibles et qui étaient totalement indépendants de l'action du Soleil, et donc c'est comme ça qu'il découvre la radioactivité extraordinaire. Donc ça c'est quand même assez fabuleux, et voilà la photo, la plaque photo de l'époque, avec la date, donc 1896, et on devine la croix ici de Saint-André qui a été impressionnée, en négatif, hein, puisque c'est là où c'est noir que ça a été impressionné. Donc ça, c'est quand même impressionnant, pour le coup. Impressionnant. Quelques années plus tard, 1902, Ernest Rutherford, qui était néo-zélandais, britannique également, et Frédéric Soddy, qui est anglais, vont découvrir d'autres choses absolument extraordinaires, puisqu'ils vont s'apercevoir que le temps qu'il faut pour que l'activité d'un élément radioactif diminue de moitié est une constante. Ce qu'on appelle la demi-vie d'un élément radioactif. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important pour notre affaire, puisque ce temps qu'il nomme grand T est caractéristique parce qu'il ne dépend pas non plus de la quantité initiale des noyaux radioactifs. Ça, c'est quand même assez intéressant aussi. Et donc, à chaque intervalle de temps T, la quantité du noyau radioactif restante est divisée par 2, c'est toujours comme ça, et c'est cette régularité qui fait de